N'oublions surtout pas la devise qui anime le forum de médias, résumée dans cette trilogie, à savoir fidélité, efficacité et régularité. Nous ne cesserons de le rappeler afin de vous rafraîchir la mémoire. Ainsi donc, voici la composition du plateau de ce soir, en commençant par notre gauche. Robert Ngambi, je suis pour l'instant membre élu au 2e congrès du PALU, comme membre du bureau politique du parti du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga. Et le 2e congrès venait de donner au PALU un nouveau leadership dirigé par le professeur Willy Makiachi en qualité de secrétaire général chef du parti. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Pour vous-même et pour le secrétaire général qui remplace. C'est pas facile de remplacer Gizenga. Oui. Ok. On continue. Je suis Mami Abongo, analyste indépendante. Analyste indépendante à Bongo. Et puis... Corneille Moulumba, je suis membre cofondateur de l'UDPS et porte-parole des pionniers du parti. Porte-parole des pionniers de l'UDPS. Et on termine à gauche avec... Saïd Mbalanga Baudouin, journaliste professionnel, député sénateur honoraire, directeur du journal Chopo. Je félicite le professeur Makiachi parce que nous avons évolué ensemble à l'époque où il dirigeait le ministère du Travail en qualité de vice-premier ministre. Un garçon intelligent, posé, je passerai pour une interview à ce sujet. Merci. Ok. Alors, ceci nous permet de visiter à droite. On commence avec Jean Lokaka, cadre du PPRD. Lokaka, cadre du PPRD, et suivi de... C'est Diamba Sambi, je suis secrétaire général du mouvement Club des Patriotes qui évolue sous le leadership politique de Michel Kitoko, initiateur de la dynamique de Safongo Mboka. En même temps, je suis politologue de formation. Politologue Djamba. Et à côté de... Gandhi Ikassende, jurisconsulte diplômé de l'Institut de hautes études internationales de l'Université de Paris 2, politiste au niveau de l'Université de Paris 1 Sorbonne, et avec une expérience bien sûr des entreprises d'économie sociale et aussi des médias. Mais je voulais aussi relever en quelques secondes un point qui était annoncé dernièrement par notre ami le fermier, mais qui n'était pas un point complet, peut-être qu'il manque des statistiques, en parlant de la diaspora, de la façon dont il avait parlé de la diaspora, de manque d'apport de la diaspora par rapport à notre pays. Moi, ça m'a gêné un peu, puisque si on avait des statistiques, on verrait qu'on retrouve la diaspora non seulement dans l'immobilier, on retrouve la diaspora au niveau du social, puisque nombreux sont ceux qui sont à travers le monde, qui envoient des aides à leur famille, et ça soutient, ça équilibre plus ou moins, tant bien que mal, notre société ici. S'il n'y avait pas cette diaspora, je pense qu'il y aurait déjà explosion au niveau de la ville de Kinshasa. La diaspora s'implique, malgré qu'il a aussi des difficultés là où il se trouve, mais essaye de serrer la ceinture et d'apporter le peu qu'ils peuvent au niveau du pays. Au suivant. Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC. Au cours du débat, vous me permettrez de rebondir sur ce que M. Gandhi vient de dire concernant la diaspora. Ok, alors nous terminons avec... Ingénieur Maïra Kapangana. Je suis fermier pratiquant. Je suis consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis aussi cadre de la société civile. Mais moi, j'interpelle Madame la ministre du Genre. Le monument que Maître Liolo a gracieusement offert à la femme maraîchère est dans un état très piteux. À Mongafula, ce triangle, quand on va vers la commune de Mongafula, dont le lieu appelé Triangle, c'est devenu un asile de n'importe qui. Il y a même des gens qui déposent de véhicules là-bas, tout ça. Mais c'est quand même un symbole fort pour la femme maraîchère.
Donc j'interpelle Madame la ministre du Genre de pouvoir réhabiliter ces monuments-là. C'est très important. Le symbolique compte dans un pays quand même. Donc je voudrais quand même que la femme maraîchère, surtout qui nourrit avec ses efforts le quinoa avec des légumes, moi, je ne sais pas, ça, la femme maraîchère, qu'est-ce que Kinshasa deviendrait, et surtout qu'il n'y a pas de route pour venir amener la nourriture ici. Voilà, ça c'est une interpellation que je voulais bien faire. Merci. Avant toute chose, d'abord, un regard sur le courrier du téléspectateur par la bouche de Laetitia Masela. Courrier des téléspectateurs du Forum de médias, bonsoir. Monsieur Noël, j'aime votre mission, mais j'ai une préoccupation. Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo et Monsieur Kabila vous attendent-ils? Faites tout pour que ce que vous dites soit entendu et appliqué. Monsieur Roger, depuis Kinshasa. Deuxième courrier de téléspectateurs. Bonsoir. Faites un effort pour recadrer les intervenants. Notre ami du PPRD ne revient que sur le pouvoir et les tests. Il refuse de critiquer. En outre, vos intervenants peuvent nous aider à comprendre certains concepts, tels que garant du bon fonctionnement des institutions, pouvoir d'arbitrage, c'est à rendre compte. Je vous suis chaque dimanche, Monsieur Donatien KMB, depuis la commune de Limité. Monsieur Noël, bonsoir. Pouvez-vous dire à Madame Angèle que la population vote les individus et non le parti politique? Sur beaucoup de fiches de campagne, le nom de parti politique ne figure pas. Ainsi, on peut arriver au cas de figure qu'elle semble rejeter. Le vote n'est pas encore un vote de compétence, comme on aurait souhaité. Du reste, il y a un intervenant de votre forum qui l'a si bien expliqué d'ailleurs. Honorable Dr Freddy Bakata. Bonsoir Monsieur Noël. Ici en Angola, le budget c'est à 25 milliards de dollars. Pedro depuis l'Angola. C'est tout pour aujourd'hui. Bonsoir. Oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui comme courrier des téléspectateurs. Qu'avons-nous compris de ces courriers? Oui, Djamba. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le directeur. Nous avons, moi personnellement, j'ai compris par rapport à l'interpellation des gens qui sont en train de nous suivre. Il est plus important d'essayer de l'éclairer. Qu'est-ce qu'on appelle par le garant du bon fonctionnement des institutions? Le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire, il assure le fonctionnement harmonieux des institutions. Il joue le rôle de l'arbitre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des conflits interinstitutionnels. Je prends l'exemple. L'institution gouvernement en conflit avec l'institution parlement, sur le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement de l'institution, il va user des prérogatives dévolues par la Constitution au nom de l'intérêt général pour aplanir les divergences. C'est-à-dire qu'il est le garant. Il ne peut pas se mêler dans de petits conflits institutionnels. Lui-même doit créer des conflits interinstitutionnels aussi longtemps que là, il sera en même temps, le juge est parti. C'est par rapport à l'intervenant. La deuxième intervention, c'est que l'intervenant a dit, c'est plus important qu'il faut éclairer que la critique politique congolaise et les paroissiales, nous l'avons dit. Ça signifie que nous n'avons encore pas atteint les niveaux sur lesquels on doit voter le parti politique. Parce que lorsqu'on parle de parti politique, on voit l'ensemble des individus qui se regroupent autour d'une vision, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ici, nous avons ensemble des gens autour de l'individu. Donc, il y a l'absence de l'idéologie sur laquelle les gens qui doivent voter le parti politique parce que le parti politique n'a pas assez d'idéologie. C'est autour d'un homme qu'on appelle autorité morale, leader incontournable. C'est pour le fait qu'aujourd'hui, les gens, à la place de voter les partis politiques, ils préfèrent voter les individus. Parce qu'il va trouver dans le chef de l'individu au moins une certaine idée qui répond par rapport à ses aspirations. C'est ça que j'ai un peu... Oui, Ngambi. Oui, c'est juste une précision, hein, parce que des fois les gens en parlent, mais la culture politique, c'est un travail qu'il faut, comme nous faisons de l'éducation pour y arriver.
Pourquoi les gens votent aujourd'hui individu? Parce que le système électoral qu'on a mis en place, un système proportionnel à liste ouverte avec voix préférentielle. Et donc ce système ne vous amène que même sur la même liste, sur la même liste des partis politiques, vous êtes en compétition entre vous. Et donc l'aspect pour parti politique est effacé par rapport à une dynamique qui devrait être une dynamique commune pour aller à la conquête. Et donc chaque individu se bat pour dire cette liste-là, votez-moi, ne votez pas l'autre. Et c'est un système. Mais si nous avions voulu que demain, on arrive à une culture où les gens votent parti, nous pouvions le faire avec des listes fermées. On peut faire le système, les gens voteront parti politique, si c'est l'objectif. Mais comme pour l'instant, nous avons maintenu le système proportionnel avec liste ouverte et voix préférentielle, il est normal que, même si ce système-là fonctionne en Europe, les gens voteront beaucoup plus les individus que les partis politiques. Oui, alors, c'est-à-dire que les partis politiques n'ont aucune responsabilité là-dedans. Mais quand vous mettez un système comme ça, le système préférentiel, c'est-à-dire que je préfère sur une liste de 12 du Palou, l'individu ne veut pas voter Palou. Il regarde sur cette liste-là, je dis je vote Ngambi. Il dit je vote Lukaka, je vote tel. Et même dans le dépouillement, n'est élu que celui qui a recueilli beaucoup plus de voix préférentielles. Celui que les électeurs ont préféré sur votre liste, c'est celui qui gagnera le siège. Or, ailleurs, beaucoup plus on a les listes fermées avec les en-tête, les meneurs de la circonscription. Vous fermez la liste, vous mettez, vous dites, le chef de file, c'est le Kaka. Les voix que le parti obtient, même si dans le vote, le Kaka serait faible, mais comme le parti l'avait aligné comme tête de liste, c'est lui qui serait l'élu. C'est ça le système. Or, notre système n'est pas celui-là, il est à vote préférentiel. Ok. Oui, Madame Abongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. J'interviens sur le premier point. L'intervenant dit que on doit tout faire pour que les deux leaders puissent suivre cette émission. Ben, ils ont leur service. C'est à leur service de suivre et leur faire le briefing après l'émission parce que les deux autorités là sont super occupées. Et le quatrième point, on a parlé du budget de l'Angola. C'est à 25 milliards de dollars. Ça nous interpelle, Monsieur Noël. Parce que l'Angola est un pays post-conflit. L'Angola a eu l'indépendance juste, je crois, plusieurs années après le Congo. L'Angola a connu des guerres, l'Angola a connu des moments sombres. Mais aujourd'hui, l'Angola s'est mise debout. Et nous, par contre... Bien sûr, nous avons des sérieux problèmes, nous avons toutes les ressources que le monde envie, mais nous trimballons avec un budget de 6,9 milliards de dollars. Donc, hypothétique d'ailleurs. Quelque part, c'est une honte. Ça doit nous interpeller. Un petit pays comme l'Angola, qui a 25 milliards, et nous, un grand pays, nous avons 6 milliards de dollars. Donc, il revient à nos autorités d'avoir l'amour de la patrie, de mettre du sérieux dans la gestion de la res publica parce qu'on peut atteindre même 25 milliards ou plus si nous mettons le sérieux dans la gestion de la res publica. Voilà ce que je peux dire à mon niveau. Oui, Madame Angèle, vous demandiez la parole, oui. Oui, on m'a interpellé, donc... mais je commencerai par... ce téléspectateur qui voudrait qu'on lui explique que veut dire garant du bon fonctionnement des institutions, arbitre, etc. Je ne vais pas lui donner un cours là-dessus, mais je voudrais humblement l'inviter, lui, et inviter les Congolais à lire. Vous savez, vous suivez une émission comme celle-ci, vous entendez garant du bon fonctionnement des institutions, arbitrage, vous ne comprenez pas tellement ce que c'est, mais donnez-vous la peine d'ouvrir un livre. Prenez votre téléphone, tapez juste dans Google, garant du bon fonctionnement des institutions. Vous allez dans Wikipédia, eh bien, ils vont vous expliquer. Ils vont vous donner des exemples historiques. Donc, il ne faut pas avoir cette façon passive qu'on vous mâche tout. Vous suivez une émission, un
interlocuteur a parlé, vous ne comprenez pas, vous en sortez de là, le lendemain, vous vous grattez la tête. Mais ça veut dire quoi, bon fonctionnement des institutions? Apprenez. Apprendre, ce n'est pas seulement ce qu'on nous a appris à l'école, à l'université. Apprendre, c'est tous les jours. Moi, même à mon âge, même après, avec l'expérience que j'ai, quand je suis des émissions ou quand je vais dans des débats, quand je vais dans des conférences, je prends note, je rentre, je fouille, je lis. Donc, je l'invite vraiment à faire ça et on retient d'ailleurs mieux comme ça. Donc, s'agissant de M. Freddy Mbakata, honorable. Voilà, l'honorable. Je pense qu'il fait allusion à ce que j'ai dit il y a 2 émissions de cela, quand je disais qu'en sciences politiques et dans l'histoire du monde, c'est rarissime que de voir lors d'une élection générale, au même moment, à la même date, qu'on puisse avoir l'élection présidentielle où le peuple vote un candidat donné, appartenant à une telle famille politique, en cas d'espèce au Congo, l'UDPS, Félix Antoine Tshisekedi, et au même moment, on vote pour l'Assemblée nationale et Assemblée provinciale, Sénat, etc., une autre. Et de surcroît, on vote ceux qu'on a conspués, qui ont passé au moins 2 décennies, des années, à faire un travail que vous n'avez pas apprécié. Moi qui suis à la base, j'ai pu entendre quand on dit non, le vote individuel, il se peut dans certains cas, mais j'ai beaucoup vu de Congolais dire Yé Aza Motoya, il se posait la question, est-ce l'équipe qui sort là? Ah non, ceux qui bango, Toboyi bango, Toboyi bango. On veut des nouvelles têtes, on veut ceci, cela. On a vu ça dans les quartiers populaires. Ils pensaient au bilan. Donc dire non, on vote individu, pas toujours. En grande majorité. Et souvenez-vous, lors des dernières élections, combien de candidats ne voulaient pas qu'on sache, par exemple, qu'ils appartiennent au FCC? Qui sont cachés. Hein? Moi, j'ai eu d'ailleurs un peu une tension avec une dame qui s'affichait, qui faisait campagne. Je lui ai dit, mais finalement, vous pouvez nous dire, vous appartenez à quel regroupement? Elle n'a pas voulu le dire. Mais elle appartenait à l'UFCC. J'ai dit, mais c'est votre droit. Donc c'est là que je disais que cette dichotomie, elle est rarissime en sciences politiques. Si c'est une élection 2 ans après, 3 ans après ou 5 ans après, oui. Mais au même moment, on vote le président UDPS et puis on remplit l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales, le gouvernorat, etc. Et je dis ça, je suis d'autant plus à l'aise de dire ça que moi, j'ai été témoin de fraude massive. Il y a eu des cas de, je ne vais pas donner le nom, par exemple de 2 dames que vraiment on a filmé avec machine à voter à la maison. Eh bien, elles se sont retrouvées, elles sont à l'Assemblée nationale. Il y en a une qui n'avait pas gagné une autre. Elle est allée faire un scandale, mais alors du tonnerre à la CENI. Elle est à l'Assemblée nationale. Alors tout ça doit nous faire réfléchir et dire non, et c'est pour ça que je soutiens, je dis la majorité que nous avons, qui clame nous avons la majorité, elle est factice, c'est une majorité fabriquée, c'est une majorité commandée, je pense, c'est pour ça que je ne donne pas beaucoup de poids à beaucoup de ces soi-disant honorables qui sont maintenant, qui siègent à l'Assemblée nationale. Mais, moi, c'était discutable, hein, puisque c'est discutable parce que un président de la République peut ne pas avoir la majorité au Parlement. Ça existe. Je parle, non, je donne l'exemple, non, j'insiste bien, au même moment, élection générale au même moment, le même jour. Oui, ça, voilà. C'est possible. C'est possible, on peut démontrer. C'est arrivé en France. La France, c'est quoi là? Vous êtes extravertis. C'est un exemple que je donne. Réfléchissons d'abord en rapport avec notre propre pays. Dans notre propre pays, nous avons déjà l'expérience. Plusieurs chefs d'État qui sont passés n'avaient pas la majorité au Parlement. En commençant par le tout premier chef d'État. Il n'avait pas la majorité au Parlement.
Non, mais ce n'était pas les mêmes élections. Consente. Ce n'était pas les élections directes. Ce sont les élections, oui ou non? Je parle Ce sont du les même élections. jour. Oui, c'est possible, madame. Si on a Les mêmes jours. possible. Les mêmes jours. Et une majorité écrasante. S'il vous plaît. Combien de circonscriptions électorales qui produisent des députés? S'il vous Pas une plaît. seule circonscription. Oui, monsieur. Moi, d'abord, je regrette beaucoup pour mon pays que 2 ans après les élections, à 3 ans de nouvelles élections, on continue à remettre en cause les institutions de la République. On continue à remettre en cause les élections. Je pense que ce n'est pas très républicain. Ça, c'est un. Ça, c'est un. S'il vous plaît. Ça, c'est un. Deux. Nous avons un pays aux dimensions continentales. Combien de personnes dans nos provinces, dans nos villages et autres, ont seulement vu une image du candidat, du président de la République? La télévision n'y arrive même pas, la presse écrite n'en parlons même pas. Ça arrive On ne quand sait même. dans beaucoup de nos villages, il n'y a pas de télévision. Dans beaucoup de nos territoires, il n'y a pas de télévision. On n'a même pas une image de ça. Alors, comment voulez-vous? On va élire celui qu'on voit. On ne va pas élire quelqu'un d'autre. Sinon, on observe, l'Assemblée nationale a été renouvelée à plus de 70%. Donc, on a voté d'autres individus, on n'a pas renouvelé les mêmes. Même si ils sont de FCC ou un peu, je ne sais pas quoi, mais ce sont de nouvelles personnes. Au Sénat, c'est pareil, même plus encore. On a voté de nouvelles personnes, des gens que l'on connaît. La notion de parti politique chez nous, elle est quasi inexistante. S'il vous plaît. J'ai dit qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'un parti politique. S'il vous plaît. On ne sait même pas un parti politique, ni comment ça fonctionne. On a des mouvements de soutien avec des mots-pas à la tête. Observez les partis politiques qui sont là. Combien ont tenu des congrès? Est-ce qu'un parti politique peut se concevoir sans qu'il y ait un congrès? Et observez que c'est les mêmes qui dirigent le parti depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Partout, dans tous les partis politiques. Ce sont les mêmes qui dirigent. Donc, on n'a pas l'idée de ce que c'est qu'un parti politique. On n'a pas de référence en réalité dans la pratique. Donc, c'est tout à fait normal, et ce sera encore le cas. Tant qu'on n'aura pas facilité les communications au niveau du pays, les gens vont continuer à voter les individus, moins les partis politiques, moins les programmes. En ce qui concerne les garants du bon fonctionnement des institutions, pour être garant du bon fonctionnement des institutions, il faut être au-dessus de la mêlée. Si vous n'êtes pas au-dessus de la mêlée, c'est impossible que vous soyez le garant parce que vous serez contesté. Vous serez contesté. C'est comme ça que j'ai dit que le président de la République devrait faire un effort pour laisser le gouvernement gouverner. Si vous permettez. S'il vous plaît. Le gouvernement de la République devrait laisser davantage le gouvernement gouverner. C'est lui qui gère au quotidien le pays. Quand il y a des problèmes et des conflits, il doit être au-dessus de la mêlée. Sinon, il lui est difficile d'être garant des institutions. Or, il est la dernière référence. S'il est remis en cause, c'est très, très, très mauvais pour le pays. C'est tout droit vers la déstabilisation de nos institutions. Et nous vivons en ce moment beaucoup de difficultés, notamment à cause de ça. Parce que ce sont ses propres décisions qui sont... Allez, que les uns et les autres contestent. Or, à ce niveau, on ne peut pas, parce qu'il est censé être au-dessus de la mêlée. Bref, je veux dire que être garant du bon fonctionnement des institutions, vous ne pouvez être garant du bon fonctionnement des institutions quand vous êtes au-dessus de la mêlée. Je m'arrête là. Ok. Oui, Lokaka, on a parlé de PPRD. Que vous refusiez de critiquer, vous aimiez bien parler du pouvoir et des textes. Oui, je vous remercie. Et je remercie le Congolais. Mon frère Djamba parlait, le patriote, sur la culture politique paroissiale. Et Pionnier a relevé qu'on ne vote pas les partis, on vote les individus. Parce que les gens ne sont pas socialisés dans la formation politique fondée sur une probité morale et intellectuelle. Alors, comment amener les gens qui n'ont pas la notion de l'État
à analyser les faits politiques. Quelqu'un, je m'excuse pour les cas, il a fait le fourre-tout, la plomberie, et puis il va émettre un point de vue sur la Constitution, naturellement. Alors, le rôle dirigeant de l'État dans une nation. Et pas, je ne serais pas contraire à Madame Makombo. Si les députés qui étaient élus en RDC et le chef de l'État et président de la République élu au même moment en RDC ne sont pas légitimes et légaux, et alors pourquoi nous existons comme l'État? Donc, peu importe les divergences, les malentendus, après la proclamation de l'État congolais, nous disons que c'est nos autorités. Et donc, le président de la République a été élu, les contentieux s'est dépassé. Après la proclamation officielle de l'État congolais, le président et les députés sont légaux et légitimes. Info 2. Mais ici, c'est l'harmonie. Schwarzenberg parle de l'État spectacle. Et je vais paraphraser le professeur Bongeli pour un État bébé. Parce que 60 ans après, vous analysez la Constitution ainsi que les lois de la République comme si nous sommes des petits-enfants. Le beau, l'harmonie, le luxe de l'État. Et le président de la République, chef de l'État, c'est le garant, le père de la nation. Alors, en cas de conflit, il a dit, où recourir? S'il y a conflit entre le Parlement et le gouvernement, dans ce cas, l'arbitrage du président de la République existe. Ici, je ne peux pas aller dans beaucoup de cas, mais je cite le cas hier. Vous êtes doyen. Le feu maréchal Mobutu a donné une nationalité collective à un peuple, et puis l'Assemblée de l'époque l'a rappelé. Donc, une décision prise à caractère de loi, ordonnance pour le président, ordonnance, loi ou ordonnance, c'est une décision d'État. S'il s'avère au nom de l'État, et là, les gens qui ont étudié au nom de l'État, peu importe la manière, mais le chef peut revisiter par les mécanismes constitutionnels. Parce que ça fait partie de la beauté du pays. C'est-à-dire, nous, Congolais, 100 millions, peu importe le recensement, nous ne pouvons pas tous commettre une erreur de sûreté de l'État au nom de loi de la Constitution de l'État. Et donc, nos laboratoires, là comme État, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, doivent étudier naturellement, scientifiquement, pour interpréter s'il n'y a pas un caractère de tendance. Là, nous parlons État et l'harmonie. Et ceux qui sont en train de peaufiner, en amont comme en aval, au nom de l'État congolais, doivent être rationnels. C'est à ce moment que notre chef de l'État et président de la République aura une tête haute face à d'autres nations. Vous savez, il y a parfois qu'on peut nommer l'ambassadeur, mais le pays accrédité a refusé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peaufiné le profil de la personne que l'État a envoyée. Il y a des services de l'État. C'est ça même les services de l'intelligence, l'Agence nationale de l'intelligence et le conseil spécial du chef en matière de sécurité. C'est dans le beau, dans la manière de peaufiner les textes. Nos divergences peuvent être partisanes. Moi, avec doyen pionnier de l'UDPS, PPRD, association privée. Au niveau de l'État congolais, il y a des mécanismes institutionnels. Ici, c'est la notion du beau, la notion de l'harmonie, la notion portée sur le luxe. Mais les déclarations, qui peut être mauvais ou bon? Parce que nous tous, nous héritons la conférence nationale souveraine. Et ceux qui étaient assistants hier d'X sont devenus leaders politiques, avec comme accumulation de cahiers de charges. Et donc nous avons un problème sérieux dans l'harmonie, dans l'ordre, dans la séparation du pouvoir, dans le rapport de collaboration. Et le pouvoir arrête le pouvoir. Et comment harmoniser, peaufiner? Dans ce cas, c'est le bon sens. Ici,
c'est la notion du bon sens. La notion Ok, du respect. ok. Vous vouliez me dire quelque chose sur les courriers? En peu de mots et concis. Oui. Oui, dans le courrier, en ce qui concerne le Forum des médias, je vous assure, moi je suis aux anges. Hein. Quand je circule à travers la ville à pied, on m'interpelle. Ça, il est très bien, tenez bon. Forum des médias, ça vaut la peine d'écouter parce que là-bas, il y a la hauteur. Moi, je suis à l'aise, je suis aux anges. Même aujourd'hui, j'étais à l'Africaine pour voir ce qui se passe là-bas. On m'a dit, monsieur Charles Bokota, il est scientifique, il est chef de travaux, quelque part. Il a dit, saluez-moi le doyen Kalonda, et lui dire qu'il tienne bon. Ça vaut de la peine. En ce qui concerne les deux présidents, le président Tshisekedi est en fonction aujourd'hui. Avant de prendre les rênes du pouvoir, il était à l'hôtel Béatrice un jour. Il suivait l'émission qui passait à 23h. Mes petits frères étaient là quelque part. Le chef a regardé, il dit que mais la forme des médias, mais ça vaut la peine de suivre par rapport au bourrara de l'extérieur quelque part. Moi, je n'étais pas là. On me téléphone à minuit, vieux. Lobby Nakoya, on passe sur l'art. L'art, pourquoi l'art? Parce que le chef de l'État a félicité l'émission. Ils sont là. Même le président Kabila, le sénateur aujourd'hui à vie, il suit ça. Ses services suivent ça. Faisons en sorte que lorsque nous prenons la parole ici, qu'on soit bref et concis, qu'on n'aille pas à 10 minutes. Ça, c'est un, deux. En ce qui concerne le budget, la fois passée, grand frère, vous vous souvenez, je vous ai posé une question à l'oreille. Il me dit, vieux, pourquoi toujours 6 milliards? On ne peut pas aller à 10 milliards de dollars. Le vieux, vous avez dit que non, ça, c'est question de prendre courageusement des décisions, n'est-ce pas, vieux? Voilà. Ok. Oui, vous voulez dire, monsieur Gandhi? Oui, je suis un peu dérouté puisque des explications qui ont été données par rapport au fait que le président de la République est garant et autres, ils sont dans un positionnement qui est correct, mais qui est partial et partiel. Pourquoi? Puisque tout en étant garant de la République, garant de la Constitution, garant de tout, il peut aussi, au-delà du fait que il peut y avoir conflit entre le gouvernement et le Parlement, il peut aussi y avoir conflit entre le président de la République en tant qu'organe avec le gouvernement. On a vécu ça pendant 1 an et demi. Vous ne pouvez pas exclure cela. Donc, dans la conception, dans l'acception que les uns et les autres ont dit, c'était partiel dans le sens où ils ont l'image d'un président qui est là juste pour inaugurer les chrysanthèmes, qui est là comme le chef de l'État allemand. On n'a pas le même régime que l'allemand. Ici, c'est semi-présidentiel, semi-parlementaire. Donc, tout le monde est acteur. Il peut y avoir friction de deux côtés. Même s'il est garant, à un moment donné, il peut être aussi en opposition et en difficulté avec le gouvernement ou avec le Parlement. Il peut agir. D'ailleurs, c'est ce que nous vivons ici aujourd'hui. Ne traversez pas, il ne faut pas travestir la théorie de la science politique. Vous exagérez là-dessus puisque les étudiants en droit comme en sciences politiques ou les citoyens nous suivent. Donc quand on veut conceptualiser ou expliquer un concept, c'est pour ça que je suis d'accord avec Angèle, que les gens aillent chercher d'eux-mêmes pour pouvoir rentrer dans les détails. Je voulais juste rajouter ce truc-là. Je pense que les mots garants ne doivent pas se confondre avec l'acteur. Hein. Ouais. Ça ne doit pas se confondre. Hein. Faisons attention. Hein. Non, pas acteur décidément, acteur dans la politique. Il agit, c'est-à-dire l'acteur, il agit aussi. Il est agissant aux côtés d'autres organes qui agissent. L'organe président de la République agit au même titre que le gouvernement, au même titre que le Parlement. Il peut y avoir... Il y a eu des frictions, on est arrivé... Gardez votre conception. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Gardez votre conception. S'il vous plaît. Puisque les chefs de l'État ont dit qu'il est seul qui doit être arbitre. Il n'y a pas deux arbitres. Oui. Il est seul à être arbitre. On se comprend. Donc, c'est pas la peine de... et quand même on dit, c'est à la fin de l'exercice, celui seul qui est responsable qui doit se défendre. Celui seul qui est rédevable. Donc, faisons attention pour
ce genre de discours parce que en ce moment-là, ça sème un peu la confusion dans la tête de téléspectateurs. Oui, vous voulez dire brièvement Merci, monsieur le directeur. Je voudrais vous commenter quelque chose. Parce qu'on a dit, en sciences politiques, il y a deux principes. Le premier principe, la contextualisation de faits. Le deuxième, relativiser le fait. Donc, quand on fait un débat, en tant que politologue, on doit évaluer les contextes sur lesquels on se change. Il y a eu élection, organisation des élections. La présidence, législation nationale, c'est-à-dire les députés nationaux, et puis au niveau des provinces. Quand vous prenez le résultat, monsieur le directeur, 100% des gens enrôlés, 100% des gens qui sont partis au vote. Le président de la République a eu combien de voix? Il a eu combien de pourcentage? Parce qu'on pouvait dire combien qu'il a eu et combien qui pouvait lui dépasser. Je prends un exemple. Vous prenez Sankourou, le président a aligné combien de candidats à la députation nationale? Parce que quand vous parlez de députés, il faut savoir combien que vous avez aligné. Vous prenez l'Omami, le président de la République, l'UDPS, a aligné combien de députés? Des candidats, pas les députés. On parle de quelles élections? Nous parlons de cette élection. Non, même si ça a été troqué, je suis dans la logique où, est-ce qu'il a aligné 500 candidats à la députation? Il n'en a pas aligné. Comment tu alignes moins de 200 candidats à la députation nationale et tu dois avoir 500 députés? C'est la question qu'il faut se poser. Vous prenez les Sankourou, il n'y avait pas de candidats. Vous prenez Olomami, vous prenez Tanganyika, vous prenez Lualaba. L'IDPS a aligné combien de députés? Ça signifie, nous confondons les Grands Kasaï, c'est les Grands Kasaï au moins, dans les maximums, et aussi Kinshasa. D'abord, Kinshasa a combien de sièges à la députation nationale? L'IDPS a aligné combien? Il n'a même pas totalisé le nombre de députés. Vous savez, quand vous parlez de la science politique, il faut maîtriser les règles des jeux politiques et leurs finalités. Donc, faisons un effort. Vous êtes analyste, analysons froidement. Que les gens qui nous regardent, qui nous suivent, sortent toujours avec quelque chose de l'émission. J'ai retenu ceci. Quand on vous félicite, parce qu'ils retiennent quelque chose. S'ils ne retiennent rien, ils ne peuvent pas vous suivre. Faisons un effort. Alors, nous pouvons terminer le chapitre de courrier du téléspectateur. Pour les sommaires, nous mènerons une petite réflexion sur les consultations initiées par le chef de l'État, sans oublier que le budget déposé sur la table de l'Assemblée nationale par le gouvernement la semaine dernière, voilà, en résumé, tout ce que nous avons dans le sommaire, mais revenons une fois de plus sur les consultations initiées par le chef de l'État, en vue d'aboutir à la création de l'Union sacrée, laquelle pourrait conduire la République d'apercevoir les bouts du tunnel. Les consultations tendent vers la fin. Les commentaires vont dans le sens divers. Vous concernant, quelles analyses vous faites de ces consultations? Monsieur Kapangana. Le président a offert un espace à ses compatriotes pour les entendre et pour noter ce dont il a besoin pour pouvoir faire avancer le pays. Mais à la sortie, qu'est-ce que ceux qui sont reçus nous affichent comme comportement? Mais ils font leur propre propagande. J'ai dit au président, comme pour dire, voici ce que j'ai dit au président, s'il ne retient pas, qu'est-ce que ça signifie? Parce que si vous allez si quelqu'un vous consulte, en fait, donnez-lui vos idées. Et puis maintenant, taisez-vous. Laissez-le, parce que combien de personnes il aura reçu? Moi, j'ai dit au président clairement que pour moi... Il faut dissoudre. Mais alors, ça signifie quoi? Donc ça, moi j'ai dit, ça c'est quand même quelque chose qui ne peut pas marcher. Prenons les termes tels qu'ils sont. C'est consultation. Il n'a pas dit, il n'a pas appelé les gens pour je ne sais pas quoi. Il consulte. Et puis il a aussi consulté ses conseillers. Moi j'ai toujours dit, nous avons un problème dans ce pays. Les conseillers, c'est comme ça qu'on dit, les chefs sont pratiquement infaillibles. Pourquoi on dit que les chefs sont infaillibles? Parce qu'ils sont les derniers à se tromper. Ils prennent d'abord les avis de tous ceux qui sont autour d'eux. En fait, c'est réunir beaucoup de chances. De sorte que quand un chef se trompe, ça doit être le dernier qui se trompe. C'est comme ça que nous aussi, les catholiques, nous disons que le pape est infaillible sur la doctrine.
C'est-à-dire que quand il veut faire quelque chose par rapport, il réunit toutes les sommités de la doctrine de l'Église avant de se prononcer. Alors, les conseillers aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, les conseillers ne peuvent pas, enfin, je ne sais pas, venir dans des micros pour venir parler au nom du chef. Non. Conseillez le chef pour que vos conseils transpirent à travers les déclarations du chef. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que... Mais quand un conseiller a besoin que le public le suive, il publie. C'est comme ça que vous avez beaucoup de mémoires des anciens ministres de ceci, tout ça, des mémoires, tout ça. Donc quand un conseiller voudrait aussi qu'il s'adresse au public, il publie. Ce n'est pas à la télévision pour venir dire au nom du président, vous venez, vos propres paroles, vous dites que c'est le président qui m'a dit. À moins que vous soyez son porte-parole, encore une fois, fidèle. Donc ça, c'est très important, parce que nous sommes en train de le vivre. Et nous disons que dans ces pays, nous savons allumer les feux, mais souvent nous ne savons pas l'éteindre. Nous savons allumer les feux dans ces pays, mais on ne sait pas l'éteindre. Et puis, on appelle les autres pour éteindre. Et quel est le résultat? Ceux qui viennent éteindre le feu, ce n'est jamais pour nous. Nous, c'est en fait l'extinction du feu qui nous fait mal. Tout simplement parce que ceux qui viennent éteindre notre feu l'éteignent en leur faveur. Prenez toutes les négociations qui ont abouti à ce que vous avez appelé les autres. Mais les autres sont venus nous imposer ce qu'il y a. Pour le moment maintenant, allumer les feux, et puis on va venir éteindre. Et puis quand on veut éteindre, qu'est-ce qu'on dit? Il faut revoir les codes là. Les codes là est devenu maintenant pas... C'est pas soutenable, les codes miniers et tout ça. C'est ça le conseil. Donc, nous savons allumer les feux, mais nous ne savons pas l'éteindre. C'est difficile. Et je dis encore, par rapport à cette consultation ici, l'ivresse de l'argent nous tue, nous Congolais, l'ivresse de l'argent. Ça nous tue très, très, très sérieusement et ça nous rend aveugles à nos réalités. Quelquefois, nous oublions nos propres réalités. Vous parlez de 25 milliards en Angola. Vous connaissez le système. On reviendra sur le budget. Vous connaissez le système politique de l'Angola. Ce n'est pas comme le nôtre. OK. Bon, donc, moi je vous dis, je vais terminer par dire une autre chose. Nous semblons aimer ce pays, mais nous n'aimons pas ce pays. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que nous n'aimons pas ce pays parce que nous disons, et nous n'aimons pas ce pays parce qu'il est très riche. Mais en même temps aussi, nous n'aimons pas nos frères qui sont riches. Il suffit d'être riche ici pour être diabolisé. Mais entre-temps, nous disons, on cherche l'amélioration des conditions de vie. Avec quoi? En fait, si nous avons des frères qui sont honnêtement riches, encourageons-les. Un pays qui aspire à la richesse doit aimer les riches. Mais vous aspirez à la richesse, mais chaque fois que quelqu'un est riche, c'est comme si vous voulez le rendre, je ne sais pas comment, tout simplement. Non, nous devons aimer. C'est comme ça que ce pays, on ne l'aime pas, nous le trahissons à tout moment. Ce pays est riche, mais les premiers ennemis, ce sont les Congolais qui ne l'aiment pas, parce que nous ne servons pas notre pays, nous servons tout à fait autre chose. Donc moi, j'en parle par rapport à tout ce que je suis en train de voir, des gens qui sortent de consultations. Ils semblent nous taper sur les oreilles que c'est en fait ce qu'ils ont dit que le président doit suivre. Ce n'est pas normal. Le président, c'est quand même une autorité suprême. On ne doit pas, quand on lui a dit quelque chose, on vient dire, moi je lui ai dit ça. Et d'ailleurs, vous verrez. Donc, il prendra votre avis. Combien de gens sont passés par là? Voilà ce que l'observation que je voulais faire par rapport aux consultations. OK. Oui, Gabi Robert, vous avez quelle analyse? En fait, je serais dans l'optique de l'ingénieur. Il y a un problème sérieux dans notre pays. Peut-être que nous ne savons pas lire notre histoire. Les extrémistes de tous bords ne construisent pas la République. Ce sont les grands casseurs qui portent de marteaux. Mais la République est construite par les gens qui comprennent le sens du centre. Les divergences dans le gouvernement et même à travers le parti, ça pénètre. Mais il faut éviter d'occuper les extrêmes. Quand les gens se mettent dans les extrêmes, on va vers la cassure. Et des fois, quand il y a cassure, comment on appelle, pour recoudre, ça devient tout un problème et c'est la société qui en pâtit. Ici, je constate toujours les gens, il faut casser, coalition. Il y a, dans l'histoire, en ma qualité d'historien, les gens veulent penser qu'en diabolisant Lumumba,
C'était une solution qu'on trouverait à la République démocratique du Congo, à la République du Congo à l'époque. Ils ont déchanté que l'éviction de Lumumba n'a pas apporté la stabilité et la paix. Par contre, a exacerbé la crise. Ce qui va même amener que le conclave de Lovanium va se retenir de tenir. Par contre, si on avait fermé le Parlement le 14 septembre 1960, on va encore réouvrir le même Parlement qu'on avait fermé le 14 septembre 1960, au mois d'août 61, ce qu'on appelle le conclave de Lovanium, qui va donner le gouvernement de Cyril Hanouna. En 62, les gens pensaient qu'en fermant le Parlement, on aurait donné une solution par rapport au groupe de Kasavubu et les autres. En 1962, le président Kasavubu avait dissous le Parlement. Il a renvoyé tous les parlementaires. Ça n'a pas donné une solution à la crise, ça a exacerbé la crise. C'est ce qui va donner le couloir à la rébellion du Kulou avec Pierre Moulélé. Ça va donner le couloir à la rébellion de l'Est avec Sumialo et les autres qui ont traversé à Brazzaville, qui étaient beaucoup plus de députés. Donc aujourd'hui, le président de la République peut avoir de petits soucis dans la manière de collaborer. Est-ce que la solution existe dans les extrémités? Moi, je pense que la bonne solution existe dans le rapprochement. J'insiste chaque fois quand je viens à cette émission que lorsque vous êtes dans un gouvernement de cohabitation et le gouvernement de coalition, je cite bien deux types de gouvernements, le mode opératoire de ce gouvernement-là, c'est la concertation entre les coalisés. J'insiste le dire. Et même quand vous prenez, directeur, pour terminer par là, notre Constitution a établi même la concertation comme mode de gouvernance. Prenez par exemple, on vous dit, la Constitution vous dit, la défense nationale, la sécurité, la diplomatie et quoi encore, sont des domaines de collaboration. Ce n'est plus un domaine exclusif. Et lorsqu'on parle de mot collaboration, on dit quoi? Concertation. Lorsqu'on parle de collaboration, on dit quoi? Dialogue entre les deux figures de l'exécutif. Et vous sortez, les gens sortent, occupent les extrêmes. Topu kakak, Satan kotila bango, babunda, et inda. Et à la fin, on sait comment ça va se faire. Ok. Oui, monsieur Gandhi. Oui, je voulais dire ceci, puisque vous parlez de consultation, quelle est notre analyse? Quelle est votre analyse, oui? Mon analyse, c'est au-delà de faits historiques que notre ami Gambi a dit, je suis d'accord sur les faits historiques. C'est pas dit puisque ça s'est passé comme ça en 60, 62 ou autres, que ça se passera. Les mêmes causes produisent le même. Pour moi, non. Moi, je ne prends pas les axiomes comme ça. Je les démontre. Je peux dire le contraire de ce que les axiomes disent. Donc, je voudrais dire ceci. On ne peut pas non plus garder des institutions ou des conciliations qui ne donnent pas de fruits comme ça. Quand ça ne donne pas de fruits, je pense qu'il faut avancer. Aujourd'hui, quelle lecture j'ai des consultations actuelles? C'est que les lignes sont en train de bouger. Personne ne me dira le contraire. Et qu'on sent, d'une manière ou d'une autre, arriver une recomposition politique dans ce pays. C'est ce que je ressens. Mais par rapport à ça, il y a des hypothèses. On ne peut rien exclure, compte tenu de 6 minutes que le président a parlé. Donc, toutes les solutions sont possibles et prenables. Il peut, dans un premier temps, éventuellement, faire en sorte qu'il y ait recomposition au niveau du Parlement. C'est-à-dire, on peut... Même, oui, quand vous parlez, je vous laisse, je vous écoute religieusement. Je vous écoute religieusement. Si vous avez une idéologie, je n'ai pas cette idéologie-là. Moi, je dis ce que je pense. Il y a 3 possibilités sur la table, à savoir une recomposition du Parlement actuel, sans élection. Il peut y avoir recomposition de la majorité au niveau du Parlement. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, et tout le monde le dit, du moins une bonne partie de la population le dit, et ça peut aller jusqu'à éventuellement, même si certains juristes disent que ce n'est pas possible, on peut aller jusqu'à la dissolution. Deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est, vous n'y pensez pas, il peut y avoir un coup d'État constitutionnel, à savoir, on arrête toutes les machines, le gouvernement, le Parlement, on met en place une constituante, notamment avec les différents représentants des partis politiques et autres. Et cette constituante va remplacer le Parlement actuel. Vous direz c'est la dictature, mais c'est arrivé pour pouvoir récomposer, revoir la Constitution, remettre une nouvelle Constitution en place et éventuellement aussi mettre des nouvelles règles au niveau des élections. C'est ce que moi je vois au niveau des hypothèses. Mais la Constitution en elle-même, grosso modo,
c'est quelque chose qui a donné un peu d'air aux uns aux autres. On le voit, les partisans du président, ils étaient là, c'était naturellement normal, mais on voit quelques caciques d'autres mouvements, soit de l'opposition, soit du FCC, qui viennent à lui pour pouvoir se concerter et faire en sorte qu'il y ait un vent nouveau dans ce pays. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Ce sont des faits. Et les commentaires, vous commentez comme vous voulez. Voilà les hypothèses que j'ai avancées. Ce sont des conclusions ou des analyses? Je parle d'hypothèses. Ok. S'il vous plaît. Madame Adjil, attendez un peu. Oui, on va... Monsieur Moulumba, vous avez quelle analyse sur... Nous avons d'ailleurs fait un mémo que nous avons déposé au Palais de la Nation en tant que pionnier de l'UDPS. Et nous avons dit au président de la République, c'est notre point de vue. Nous avons recommandé au président de la République deux messages importants, deux sagesses importantes des gens de La Fontaine. La première dit ceci: un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le président de la République, vous avez un gouvernement que vous pouvez remanier quand, si vous estimez que ce gouvernement, dans sa gestion quotidienne, il ne répond pas à votre vision, et vous avez une majorité de plus ou moins 70% à l'Assemblée nationale. Alors, vous gérez, vous décidez. Et est-ce qu'à présent, moi, nous n'avons pas constaté que le Parlement a bloqué des décisions prises dans le sens des intérêts du peuple congolais. Parce que si on fait de la politique, c'est pour servir les intérêts du peuple congolais, c'est pour son bien-être. Deuxièmement, nous avons rappelé notre leçon des gens de La Fontaine. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La plupart, si nous suivons les déclarations qui sont faites à la sortie de ces audiences, vous sentez que ce sont tous des gens qui sont intéressés, très, très intéressés, qui voudraient donc quelque part monter dans le train. Donc, ça c'est une chose. Donc, écoutons, les oreilles sont faites pour entendre, écoutons, il faut écouter tout le monde, mais si vous voulez vous concentrer sur les grands défis qui s'imposent à notre pays aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire entrer dans la pièce des crocodiles, des scorpions, des fourmis rouges, des caïmans, des léopards et penser pouvoir vous concentrer. Vous ne pouvez pas vous concentrer puisque les gens qui viennent sont intéressés. Alors, pour nous, nous avons dit qu'en fait, ce qu'il y a eu, c'est un mauvais casting au niveau de la négociation de la coalition. On n'a pas beaucoup négocié, on n'a pas négocié autour de qu'est-ce que nous allons faire pour les Congolais. Comment nous allons mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Comment nous allons réduire la pauvreté. Comment nous allons effectivement donner du travail à des millions de jeunes Congolais. Comment les Congolais vont manger. On n'a pas fait ça. On s'est partagé. Nous prenons tel ministère, vous prenez tel ministère, nous prenons telle entreprise, nous prenons telle entreprise. Et si vous voyez s'il y a des mécanismes de blocage, c'est en termes de nous nommons un tel là-bas, les autres ne sont pas d'accord, nous nommons un tel général, les autres ne sont pas d'accord, s'il vous plaît, ainsi de suite. Donc, c'est d'abord, qu'est-ce que nous voulons faire pour les Congolais qui est important? Et ensuite, quand on est dans un régime semi-présidentiel, doublé d'une coalition, il faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse parce qu'il faut marcher sur les œufs. Il faut tenir pendant 5 ans. Donc, négocier, avancer, tenir pendant 5 ans. Et pendant les 5 ans, si vous avez 5 ans, vous pouvez poser les actes qui sont importants. Le Mumba est resté au pouvoir peut-être 3 ou 4 mois. Nous en parlons jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le nombre de mandats qui est important. Non, c'est qu'est-ce que vous faites. Alors, nous avons, dans notre mémoire, dit ceci. On a passé 2 ans. La dernière année, elle est électorale, on ne la compte pas. Nous avons donc devant nous 2 années pour impacter les conditions de vie des peuples congolais. Alors, nous devons décider qu'est-ce que nous faisons pour les Congolais. N'écoutons pas tout ce qu'ils disent.
il faut dissoudre, il faut casser, il faut brûler la maison. Non, ils font ça parce qu'ils ont intérêt. Soit eux-mêmes directement, soit ceux qui sont derrière eux, c'est-à-dire ceux qui étaient à Genève et compagnie, et ainsi de suite. Ok. Oui, Madame Akombo. Moi, je voudrais réitérer ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, que j'ai trouvé l'idée de cette concertation, de ces consultations différentes de concertation géniale. Et moi, je suis convaincue que ça marque un nouveau départ. Souvenez-vous, quand le chef de l'État a fait son discours, je crois que c'est le 23 octobre, discours de 6 minutes, il y avait beaucoup de scepticisme, il y avait des gens qui doutaient un peu, mais regardaient l'engouement que ces consultations ont suscité. Parce que chacun qui y va dire ce qu'il pense, va proposer. Évidemment, l'idéal serait, monsieur l'ingénieur, qu'on garde ce qu'on a dit au chef de l'État, on lui donne la primeur, on le rencontre, la primeur, on sort. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, et que les journalistes voulant faire leur travail, quand vous descendez ces fameux escaliers du Palais de la Nation, on vous met le micro sous le nez et vous dites ce que vous avez dit au chef de l'État. Mais même si c'est le cas, pourquoi pas? Comme ça, ça alimente, on sait comment les choses évoluent. Et moi, ce que je note, c'est en tout cas qu'on a bien compris, la majorité des Congolais, qui avaient blocage. Quand je le disais autour de la table ici, on doutait. C'est pour ça qu'il y a eu ces consultations. Ce n'est pas pour le plaisir de faire des consultations. Ça bloquait, la machine bloquait, le chef de l'État n'arrivait pas à mener son action. Et il a fait ces consultations. Dire que, et je suis d'accord avec Gandhi, l'hypothèse que j'affectionne, c'est que qu'il y ait cette recomposition de cette majorité, une majorité qui lui donneront les moyens de sa politique, les moyens de faire sa politique. Dire qu'il n'a qu'à changer de gouvernement, vous savez bien qu'il ne peut pas changer de gouvernement parce que la majorité de ses ministres sont nommés par son partenaire au sein de cette coalition, et chaque ministre, ça sera encore des négociations, des discussions à n'en plus finir. On a perdu trop de temps. Et moi, en tout cas, je suis d'avis, et quand vous écoutez ceux qui sortent de ces consultations, quand vous écoutez les Congolais en général, ils disent trop c'est trop, il faut... Vous n'avez pas aimé mon terme la dernière fois, je ne vais pas le répéter. Il faut rompre. Et je comparais ça d'ailleurs à un mariage. Vous êtes dans un mariage où votre partenaire, tous les jours, excusez-moi le terme, vous casse les pieds, tire la ficelle, vous poignarde dans le dos, ne met pas en œuvre ce que vous avez conclu. Au bout d'un moment, vous dites... Séparons-nous à l'amiable, rompons. Mais vous mettez du feu dans la maison, mais quand on dit séparons-nous, vous vous accrochez. Non, restons ensemble. Restons ensemble. Non, restons ensemble. Pour faire quoi? On liquide le bien du mariage. S'il vous plaît. Restons ensemble pour faire quoi? Donc, vaut mieux, on se sépare, surtout quand l'enjeu, ce sont les enfants. L'enjeu, c'est le peuple congolais. Rien n'avance à pas de tortue. Et quand on sait très bien que tout le monde n'a qu'une idée, une obsession, c'est 2023, à n'importe quel prix, l'autre ne doit pas réussir. On va arriver à 2023, le bilan lui sera négatif et nous, on va pouvoir remporter. Non. Arrêtons les frais. Non, ne faisons Arrêtons les frais. Recomposons cette majorité. Et beaucoup d'ailleurs de l'autre parti FCC sont en train de traverser. Ils deviennent blancs. Eh bien. Ils deviennent sains quand ils traversent. Ils traversent. Bon, ok. Vous êtes les analystes. C'est ça, ce que je pense. Je pense que s'il y a un conseil qu'on peut donner de part et d'autre, c'est d'éviter le problème. Quand un pays se retrouve dans des problèmes, rien ne peut se faire. Ceux qui pensent déjà aux élections de 2023 se trompent éperdument. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions aujourd'hui.
aux problèmes qui se posent dans le pays. C'est qu'il faut d'abord trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans le pays. Et le président l'a bien dit dans son discours de 6 minutes, il voudrait qu'il y ait l'union sacrée. Quand il y a l'union sacrée, ça signifie... On n'exclut personne. Ça signifie il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Alors, n'utilisons pas l'expression que le mariage casse. Quand le mariage casse, c'est qu'il n'y a pas d'union sacrée. Oui, monsieur. Je vous remercie naturellement le président de la République, le chef de l'État, peut consulter les Congolais. Donc, il a l'obligation, naturellement, par ses fonctions, et personne ne l'empêche. S'il pense requalifier la marche de l'État, réorienter la marche de l'État, ce qui serait normal et naturel. Mais, ce qui est évident, c'est la normalisation de la vie publique en RDC. Et cette normalisation se passe par une éthique déontologique et politique. C'est dans le respect de ce que nous avons opté comme République. À la fin, le président de la République, chaque fin de l'année, des us parlementaires des Américains, il fait un état de la nation dans le bicaméralisme congolais, dans le Parlement congolais, pour dire voici ce que j'ai entendu au regard de ça, voici les orientations auxquelles le gouvernement serait dans les exercices. Moi, je pense que sur le plan moral, éthique et élitiste, il y a lieu de faire un dépassement dans les gestions désumaires des responsables de l'État en RDC. Le Parlement peut être majoritaire, mais en faveur du président. Moi, je prends le cas, le président Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, il réunit les cadres du FCC, le FCC, Front commun pour le Congo. L'union sacrée, c'est pour le Congolais, c'est l'union, le front, on est dans le synonyme de mots, donc c'est les mêmes mots, le Front commun de tous les Congolais pour le président Tshisekedi. L'union sacrée des Congolais pour le président. Je crois que dans tout ça, ils sont que dans l'ensemble. Ils sont ensemble dans la gestion du Congo. Maintenant, ce qui va les départager, ou ce qui nous départage, c'est l'innovation. C'est la mise en œuvre. C'est une éthique de gestion par rapport à ce que Robert Ngambi a dit. La gestion des humeurs. Le vrai problème en RDC, c'est la gestion des humeurs. Je suis contre Ngambi. Bon, on ne se met pas d'accord dans ce point de vue. Mais que veut l'État congolais dans nos deux? Et qui vont nous partager, les départager? Les hauts fonctionnaires. C'est comme ça qu'il y a des directions des services de l'État pour analyser naturellement. Les secrétaires généraux et entre à la justice, il y a des fonctionnaires de la justice. Il y a des fonctionnaires de l'administration du ministère de l'Intérieur qui ont la charge des analyses et des investigations. Il y a des fonctionnaires qui départagent le politique par rapport à la machine État. Et à ce moment-là, nous allons avoir un État responsable. Mais nous devons protéger l'État congolais. Le respect de l'État congolais. Je crois que je serai contre Madame Makombo, où il faut tout revisiter, il faut tout revoir. On n'a pas de moyens. Vous savez, les élections ici, on a organisées par les frères de Congolo-Congolais avec l'expertise des Congolais. Et s'il faut réorganiser les élections de députation
nationale. Il faut encore le moyen. Vous avez l'idée du budget qui a été alloué. C'est comme ça pour dire qu'on n'a pas de moyens parce que ce dernier temps, on n'en a pas. Nous partons avec ce que nous avons, mais nous harmonisions nos points de vue. Mais l'essentiel ici serait l'harmonisation, la normalisation et une éthique déontologique de l'État congolais. Ok, allons-y. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Concernant ces consultations, elles ont commencé timidement. Elles vont maintenant à terme. C'est que moi, je voudrais tout simplement dire, si réellement cette union se constitue, monsieur Cornet a parlé tout à l'heure, on prend tout le monde, c'est comme dans l'arche de Noé. Mais une fois que cette constitution de l'union sacrée prend corps, moi, je demanderais que toutes ces personnes qui se rendent dans cette union sacrée aient un même mobile. Le sort des Congolais, améliorer la situation des Congolais. Nous ne voulons pas, quand elles vont arriver là-bas, toutes ces personnalités, elles commencent à monter les enchères et lorsque cette personnalité ne se retrouve pas, se retire de l'union, commence à faire des discours comme si nous étions comme s'il était dans l'opposition. Donc, c'est que je peux dire. Sûrement, cette union sacrée sera constituée, mais travaillons pour la population. Qu'on mette un peu les intérêts égoïstes de côté, qu'on travaille pour la population, car cette population souffre énormément. Vous saurez-vous résumer, M. Djamba? Oui. Monsieur le directeur, pendant la guerre froide, on aboutit soit à la paix, soit à la guerre. Je crois que vous avez posé une question très indispensable. La consultation. Moi, j'estime qu'il revient au président de la République. Parce que quand vous prenez le fait historique qu'on a débattu ici, vous comprendrez qu'en 1960, en dehors de diaboliser Lumumba, les groupes d'Embis ont fait l'effort même de chasser tous les lumumbistes ici à Kinshasa. Ils ont été persécutés. Kassavou avait l'appui de l'Occident. Parce que pendant la guerre froide, Kassavou avait l'appui de l'Occident tout entier. Parce que Lumumba, on le traitait d'un communiste. Il avait l'appui de l'Union soviétique selon le bloc de Kassavou et les autres. Les lumumbistes, tous les lumumbistes ont fait Kinshasa. Ils ont laissé l'État. Quand vous prenez Kassavou, il avait l'appui de l'armée. Ça n'a pas permis à Kassavou de gérer parce qu'il a l'appui des Américains, parce qu'il a l'appui des Britanniques, parce qu'il a l'appui de qui que ce soit. Il a géré le pays, il n'a pas géré. Le pays a besoin de l'unité, monsieur le directeur. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous menacez Mbemba, vous insécurisez Fayoulou, l'investisseur ne viendra pas dans le pays. Parce qu'il a peur que les militants de Mbemba réagissent. Parce que quand ils vont réagir, vous savez, en politique, c'est que les gens oublient. En politique, on évalue le rapport de force. Dans les rapports de force, on estime, lorsqu'on est adversaire, la question qu'il faut se poser, quels sont ses alliés? Où est-ce qu'il tire son pouvoir? Donc les gens qui cherchent Tshisekedi, il n'a que chercher qui sont les investisseurs qui les soutiennent à réussir dans sa vision. Comprenez ça? Donc ils seront victimes. Donc le vrai problème ici, c'est-à-dire que le président de la République, il ne se comporte pas. Parce que on donne l'exemple du mariage, monsieur le directeur. On ne peut pas comparer la situation que nous avons avec un mariage. Dans quel sens? Le président de la République, c'est un parent. Il n'a pas à dissoudre le mariage. C'est un parent, c'est-à-dire qui doit régler le problème. Ici, c'est comme si on fait des rivalités entre les deux parents. Ici, on n'a pas besoin de deux parents. Nous sommes dans une même famille qui est la RDC, avec un parent, président Félix Tshisekedi, en face des problèmes internes qu'il doit résoudre, que lui a créé ou que lui n'a pas créé. Vous comprenez ça? Donc la question qui se pose, c'est le chef de l'État d'évaluer sa position. Il doit réévaluer sa position. Parce qu'ils ont conclu des accords avec M. Kabila, avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est le respect. Je prends l'exemple du quota de la formation du gouvernement. Ça pose problème, il faut dire la vérité aux Congolais. Vous connaissez cet accord? Vous comprenez ça? Je prends l'exemple du ministre de la Justice. 4 minutes. On a ministre de la Justice. Aujourd'hui, pour le remplacer, ça pose problème. C'est parmi les problèmes qui causent les difficultés. Lorsqu'on vous dit, nous devons réformer les gouvernements, c'est-à-dire l'accord bloc, vous prenez l'exemple du ministre de la Justice. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, lorsque vous prenez, il a dit quelque chose qui est très important. L'article 220 verrouille la disposition de la représentation du gouvernement. Le gouvernement est fonctionné sur base de la représentation nationale. Okay. On ne veut pas former un gouvernement. Lorsque les gens vous disent, nous avons besoin de la dissolution, c'est bon bien, nous le disons
les résultats ne seront pas les bons. C'est leur point de vue. Vous connaissez ça? C'est-à-dire, il faut évaluer qu'on ne connaît pas. Celui que vous prétendez être victime, permettez-moi de dire. S'il vous plaît. Permettez-moi de dire. Bon, nous voulons que le chef de l'État, permettez-moi de dire, c'est mon point de vue que je donne. Je voudrais que le président de la République, se comporte comme un parent qui doit résoudre les problèmes de son foyer. Ok. C'est ce que je dis. Voilà. Voilà. On va changer le sujet. Que cherchons-nous? Que cherchons-nous? Nous cherchons d'abord la paix. Oui. Nous cherchons le bien-être du peuple congolais. Nous cherchons que le Congo devienne une puissance. Voilà ce que nous cherchons. Et la plupart des Congolais ne se rendent pas compte qu'ils n'ont que ce pays-là comme pays. Ils n'ont que ce pays-là comme pays. Moi, Noël Kalonda, je n'ai que celui-là comme pays. Je ne serai nulle part mieux que chez moi, ici. Nulle part. Alors, ceux qui veulent que ce pays continue à patauger dans la misère, ils deviennent les opposants. Les opposants, il faut faire l'opposition pour recadrer ceux qui sont au pouvoir. On fait l'opposition pour recadrer ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils ne dérapent pas. Mais quand l'opposition devient des flatteurs pour venir avec les idées qui dérangent, ce n'est pas une bonne opposition, ça. Nous devons avoir l'opposition constructive. Le pays a besoin d'une opposition constructive pour essayer de faire le garde-fou pour que ceux qui sont au pouvoir ne puissent pas déraper. Voilà. Alors, prenons les sujets budget. Un pays qui n'a pas de budget, c'est un pays qui ne respire pas. Est-il vrai que la RDC mérite un budget aussi maigre que ça? Oui, monsieur Gandhi. Le budget, c'est une construction de moyens qu'on peut disposer, qu'on veut se donner pour pouvoir faire en sorte de mener des actions sociales, économiques pour son pays. Mais quand on regarde notre budget, ça nous pose un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on dirait qu'il y a un manque de perspectives pour notre pays. Nos dirigeants ne regardent pas, que ce soit le gouvernement, que ce soit les parlementaires. On dirait qu'ils n'ont pas une vision pour notre pays. S'ils avaient une vision pour notre pays, il y aurait eu des débats sur les moyens d'abord. Quels moyens nous pouvons disposer, mettre en œuvre pour qu'on puisse aligner un budget cohérent qui réponde par rapport aux objectifs de notre pays, aux objectifs de nos populations. C'est ça la vraie question qu'on se pose. Aujourd'hui, notre budget est assis sur un minimum, un minima. Les minima, c'est quoi? C'est les recettes fiscales, c'est-à-dire la douane, les impôts, etc. Encore que, même pour les impôts, tout le monde ne paye pas des impôts. Beaucoup ont parlé de l'élargissement de l'assiette pendant des années, pendant des décennies. On ne voit pas l'élargissement de cette assiette fiscale. Au niveau de la douane, c'est pareil, vous l'avez vu dernièrement. Ce n'est pas tout le monde qui paye la douane, c'est peut-être le petit citoyen qui paye la douane. Les gros bonnets ne payent pas la douane. Et ils sont en train d'exploiter le pays à coût de millions. Si on calcule le nombre de 2 décennies, là, c'est à coût de milliards. Comment voulez-vous qu'on arrive à un budget conséquent quand il y a des perditions des moyens de la République, c'est-à-dire au niveau impôts, au niveau douane? Au-delà de ça, il fallait qu'il y ait aussi une politique agissante au niveau de l'agriculture, qu'on arrive à l'agriculture développée, mais aussi à une industrie agricole. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi de l'élevage. Au-delà du classique, je pense qu'on doit aussi aller vers la culture. On a une culture très importante ici. Quand je parle de la culture, ce n'est pas seulement la musique, c'est aussi la sculpture, le théâtre et autres. Il suffit seulement d'aller à l'étranger, notamment dans les contrées où il y a des Noirs, notamment dans les Amériques, dans l'océan Indien. J'ai eu la chance de faire ces contrées-là. Vous verrez que la culture congolaise existe même en Amérique latine, un peu partout. Mais c'est nous qui ne savons pas comment réagir pour faire en sorte que, par exemple, pour l'industrie musicale, avoir une industrie musicale où on a des hommes d'affaires, ou l'État éventuellement, partiellement, qui gèrent cette industrie-là musicale. Au niveau de la sculpture ou au niveau des tableaux, allez voir combien ça coûte les tableaux.
de nos artistes congolais à l'étranger. C'est à coût des millions. Mais l'État est où? Le ministère de la Culture est où? On met un ministère qui n'est pas un ministère agissant, réactif. Donnons le moyen à la culture, vous verrez ce que la culture peut nous apporter. Quand on regarde en France, la France dépense 13% de son argent, de son budget pour la culture. Il en récolte plus de 30%. C'est un exemple. Vous verrez au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau des États-Unis, c'est que la musique ou les cinémas rapportent dans le budget. C'est très important. Donc, je voulais dire qu'il faut qu'on élargisse, qu'on réfléchisse, qu'on se donne le moyen. Je n'ai pas parlé de tourisme. Je n'ai pas parlé de l'environnement. Tous ces secteurs-là peuvent ramener des millions et des milliards dans ce pays. Il faut qu'on ait des acteurs actifs, excusez-moi de ce pléonasme, au niveau du Parlement, au niveau d'un gouvernement resserré où les gens réfléchissent réellement. Puisqu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent pas. Il y a un problème, même au niveau des élites intellectuelles, il n'y a pas la pensée. Quand dans un pays, il n'y a pas une pensée, notamment des élites, ça pose un problème. Ni dans l'élite intellectuelle, ni dans l'élite qu'il y a dans les nouveaux partis politiques. Ils se battent pour les postes, ils se battent, etc. Ça pose un problème. Malgré leurs intelligences, ils n'arrivent pas à nous donner du fruit de ce qu'on attend d'eux. Le budget, c'est vraiment un point important. Oui, monsieur le fermier. Que le budget ici n'était pas digne de notre pays. Donc il faut quand même que nous puissions réfléchir comment y aller le mieux possible. Mais moi je dis, il ne faut pas seulement parler de budget. Le budget c'est quoi? C'est la traduction monétaire du programme qu'on veut réaliser, des activités que nous voulons réaliser et nous nous posons la question à la fin pour dire combien ça va nous coûter. C'est ça le budget. Moi j'ai déploré ici la non-évaluation du programme du gouvernement, pour voir quels sont les axes importants qui puissent nous aider à pouvoir nous propulser. Gandhi vient de le dire, il faut prendre des secteurs productifs. Et même quand on parle de secteurs productifs, les gens pensent que non, il y a de la production partout. On est en train de parler maintenant au niveau du ministère de l'Environnement de plantation d'1 milliard d'arbres. Je ne sais pas, peut-être que c'est déjà arrivé au niveau du ministère de l'Environnement. Et s'ils ont réfléchi, quel arbre? Il ne faut pas venir seulement peupler les choses avec des acacias, tout ça. En fait, les services de l'environnement ont interdit, enfin, je crois que c'est l'histoire au niveau mondial, avec tous ces programmes qui se font. Ils sont allés en Côte d'Ivoire pour dire, si vous continuez à cultiver le cacao, vous allez exterminer votre forêt. Les Ivoiriens ont refusé. Nous devons cultiver les cacao. Mais vous dites, les arbres, le cacao n'est pas un arbre? Et ils ont multiplié la quantité les superficies de cacao. Aujourd'hui, ils maintiennent leur place, première place mondiale. Nous, ce n'est pas avec n'importe quel arbre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, quel arbre exactement? Mais si ce sont 1 milliard d'arbres fruitiers, 1 milliard de manguiers, 1 milliard de je ne sais pas quoi, d'avocatiers, tout ça, 1 milliard. Vous savez les retombées que cela peut donner dans le pays? Donc il faut seulement, il faut être imaginatif. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec les amis qui pensent que le gouvernement doit être petit comme ça. Non. Il doit être petit, je leur donne raison, quand ils considèrent qu'un gouvernement, c'est pour bouffer l'argent. Mais si c'est pour produire, c'est-à-dire avoir des ministres qui réfléchissent pour apporter l'argent, moi je vous ai dit, le fleuve Congo, comme le fleuve Nil, le fleuve Congo mérite d'avoir un ministre seulement du fleuve Congo. Il est inexploité. Un ministre seulement pour le fleuve Congo. Donc, tout le reste... Ministre des eaux. Ministre des eaux. Il s'occupe d'abord du fleuve Congo, et puis avec tout ce qu'il y a comme... Alors, il va sortir toute son intelligence. Mais maintenant, comment vous pouvez comprendre qu'un pays comme celui-ci, il n'y a même pas un bateau de pêche? C'est grave. Vous trouvez ça normal? Alors l'argent, on va le trouver comment? C'est comme ça qu'on est en train de dire, DGI, vous allez donner combien? Mais l'argent, ce n'est pas à la DGI. L'argent se trouve dans les fondamentaux, c'est-à-dire dans les secteurs productifs. Donc moi, j'ai dit, j'interpelle le ministre de l'Environnement, quand on parle d'1 milliard, je crois qu'il faut qu'on cesse de toutes les pépinières, de tout ce que... Mais 1 milliard d'arbres fruitiers dans ce pays, si c'est 1 milliard d'avocatiers, vous voyez les retombées? Oui, important. Ok. Voilà, donc quand on parle du budget, il faut qu'on soit imaginatif, on imagine tout ce qui peut apporter de l'argent, et puis, on n'a pas révisé le programme, et vous savez pourquoi? Mais les gens sont en train de se quereller, ils vont réviser le programme quand? Le gouvernement, tout ça, ils vont réviser le programme quand? C'est le programme qu'on doit traduire en argent.
Nous avons dit 130 brigades agricoles. Nous allons commencer où? Une brigade à Idiofa, une brigade à Beni là-bas, une brigade, tout ça. On commence d'abord par ça. Et on va voir ce que ça va donner. Mais quand est-ce qu'on peut réfléchir à ça quand on ne fait que se chamailler? Ok. Voilà. Oui, monsieur Saïlé? Le fermier vient à peine de dire ceci. Combien ça va nous coûter pour améliorer, par exemple, le salaire des huissiers? Qu'on fasse des calculs de l'école primaire, arithmétique. Le salaire d'un huissier, aujourd'hui j'apprends, il y a les huissiers qui touchent à peu près, tout au plus 180 000 francs, je ne sais pas, hein, moins de 100 $, etc. Combien ça va nous coûter l'année prochaine pour améliorer le salaire du huissier? Combien ça va nous coûter? Tout à l'heure, là, avant l'émission, vous avez une collaboratrice qui était assise là-bas. Moi, j'étais là-bas en train de côté les miettes de ma poche, là, tout ça, 550, tout ça. Moi, j'étais là à côté. Et votre collaboratrice dira, ah, je n'ai pas dormi aujourd'hui, hein. Je me suis réveillé à 3 h du matin pour pousser de l'eau. À 3 h 30, j'ai commencé à nettoyer les assiettes. À 4 h 30, je me suis lavé. À 5 h, je suis sorti pour aller à l'église. Parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans la capitale de la République. Il n'y a pas d'eau, mais c'est dangereux, ça. Alors, je dis ceci, hein, comme le grand frère a dit, ayons le courage de prendre des décisions fortes et courageuses pour améliorer les vécus côté. Que ce ne soit pas toujours un discours. Population. Les populations veulent du concret. Ok. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, Lokaka, rapidement. Je vous remercie. Le Premier ministre a présenté le budget. La projection pour l'avenir du Congo meilleur serait dans l'identification de son peuple. Et jaloux le courage. Mais je pense qu'après avoir identifié le Congolais, on peut faire une bonne projection. On a déjà fait la projection. Et il y a un secteur auquel il se met d'accord avec le président de la République dans la lutte contre la corruption. Parce qu'il faut déraciner les bandes. Il y a des ancrages qui font en sorte que le pays serait comme dans l'aquarium pendant une 60aine d'années, où il y a en interne comme à l'externe, donc les gens qui se sont appropriés des marchés, qui ont mis le Congo dans l'aquarium, qui font en sorte que nous sommes maintenus dans cet état de la dépendance, interne comme externe. Et la lutte contre la corruption serait d'utilité capitale. Mais je médite avec le pionnier de l'UDPS que quand vous avez des marches, quand vous avez des villes dites mortes, pour aller au-delà, hein, parce que l'Umeta a été pillé hein, en 91, 92, 93, parce que nous pleurons en amont, en aval nous avons détruit. Quand il y a pillage, alors il faut méditer. Wall Street, 7 minutes de coupure d'électricité, Madame Makumba était à New York. Ils perdent des milliards, 7 minutes de coupure. Maintenant, quand on fait une ville morte, pendant une année, on en a fait 30, ce qui fait que des milliards partent. Et Djambala a souligné qu'il n'y aura aucun investisseur. Hein, sauf qu'il y ait des commerçants ambulants avec le Star Time, de Canal+, hein, ceux qui ont l'envie de WhatsApp. C'est-à-dire des choses qui ne permettent pas la production. Donc, nous devons tous éviter des villes mortes, ensemble. Parce que les investisseurs ne vont pas venir. Les pillages. Alors, au-delà de ça, moi je plaide personnellement pour un plan stratégique d'industrialisation du développement de la RDC. Ok. Oui, M. Moulumba. Oui. Le développement de notre économie nécessite des moyens extra-budgétaires. Si nous continuons à donner à notre économie des aspirines, nous ne nous en sortirons jamais. Notre économie a besoin d'un électrochoc.
Je m'explique. Il a parlé que nous devons prendre des décisions courageuses, effectivement. Ces décisions courageuses ne peuvent pas être prises si on n'a pas de coalition dans le pays. Ça veut dire si on n'a pas une cohésion interne, qu'on n'a pas des organisations fortes qui nous permettent de faire face. Jamais, au grand jamais, ceux qui ont organisé la rencontre de Genève, de Pretoria ou de Genval ne peuvent faciliter que nous puissions nous relever. Donc, je veux dire, je vais donner un exemple. Si nous décidons aujourd'hui que nous faisons de la GECAMINE la superstructure qui contrôle l'ensemble du secteur minier congolais, la GECAMINE va peser des dizaines de milliards de dollars. Cela peut nous permettre de lever des fonds sur le plan international en dizaines, si pas en centaines de milliards de dollars. Nous marchons sur des diamants, sur de l'or, sur du cobalt, sur du cuivre, mais nous ne les mangeons pas. Alors, ces minerais-là, qui sont pillés tous les jours, peuvent nous servir effectivement à donner du travail. Si nous avons une armée de 2-3 millions de soldats, nous pouvons le faire. Nous pouvons affecter ces militaires à la production agricole, au génie civil, au génie militaire. Nous pouvons, alors, la production agricole peut faire en sorte que, même si nos fonctionnaires gardent leur salaire actuel, ils peuvent avoir en plus une solde de produits agricoles. Ça, nous pouvons le faire. Nous avons de quoi garantir les emprunts. Nous pouvons demander aujourd'hui, quelque part, des pays qui produisent des tracteurs et autres, nous avons des minerais pour garantir cela. Donc, nous devons trouver nos moyens en dehors de notre budget actuel. C'est avec ça que nous pourrons avoir demain des budgets de 55 milliards. Donc, nous pensons que si nous prenons de telles décisions au niveau de la coalition aujourd'hui, alors, d'ici 2 ans, on verra la différence. Le maïs peut produire, nous mangeons ça pour le foufou, mais le maïs c'est aussi de l'huile, le maïs c'est aussi beaucoup d'autres choses. Nous pouvons produire autant de milliers de tonnes, de milliards de maïs pour l'industrie, pour donner du travail. On a parlé du ministère du fleuve, ainsi de suite. Donc, nous avons de grandes potentialités. Mais si nous continuons à dépendre des miettes que le Fonds monétaire va nous donner, et si nous continuons à nous faire protéger par la MONUSCO, au lieu de lever une grande armée, avec les produits agricoles que nous produisons. Dans moins d'un mois, on va distribuer des produits vivriers, des poulets, des cartons, de ceci, de cela, importés. Est-ce qu'il est impossible en RDC de préfinancer des Congolais qui peuvent produire des milliers de poulets dans ce pays? Même ça, nous devons importer. Ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire qu'il faut des décisions courageuses. Ces décisions courageuses nécessitent qu'en interne, on soit fort, qu'on ait une coalition forte. Monsieur le Président, renforçons la coalition et ça va nous aider à prendre de grandes décisions. Oui, rapidement, Madame. Monsieur Noël, il y a des décisions à prendre à court terme et à long terme pour que nous puissions avoir un budget à la hauteur de notre pays. Les décisions à court terme, il y a la lutte contre la fraude, il y a la lutte contre l'impunité, c'est-à-dire on doit mettre fin à la République des Intouchables, il y a la lutte contre l'incivisme fiscal, il y a aussi le problème d'élargissement de l'assiette fiscale, parce que quand vous cherchez à élargir l'assiette fiscale, les opérateurs économiques se plaignent tout le temps, ils grincent les dents. Concernant les décisions à long, mais on doit le faire quand même, l'élargissement de l'assiette fiscale amène à une certaine mobilisation accrue des recettes. Concernant les décisions à long terme, vous savez, toutes nos provinces ont des ressources, toutes nos provinces sont riches. Mais nous remarquons que nos gouverneurs, comme M. Gandhi l'a dit, n'ont pas de perspective. Les gouverneurs ne font pas une étude approfondie pour savoir que dans ma juridiction, j'ai ceci, j'ai cela. À l'Équateur, tu es de l'Équateur comme moi, il y a le mercure. Il y a le bois, je suis de l'Équateur, c'est le grand Équateur, on nous a saucissonné pour rien. Il y a le bois rouge. Il y a le bois rouge. Est-ce que nos gouverneurs prennent-ils le temps de dire que nous pouvons commercialiser le bois? C'est de l'argent. Vous avez le gaz méthane à Goma. Vous avez quoi ça? Vous avez des multinationales qui descendent
dans le Katanga, prendre des poissons et ils partent. Mais est-ce que ces multinationales payent les taxes à l'État, payent ce qu'elles doivent à l'État? Rien du tout. Nous avons des gouvernants qui se plaignent tout le temps. Le gouvernement central n'envoie rien, alors qu'ils sont assis sur des terres immensément riches. Donc c'est à nos gouvernants de réfléchir comment nous pouvons avoir les moyens et booster notre budget. Mais nous avons des gouvernants endormis, amorphes. Passez-moi le terme. Ok. Oui, monsieur Gambi. Oui. Je pense que le résumé, peut-être je sollicite déjà Madame Angèle, la tolérance. C'est comme je l'ai toujours dit, hein, quand vous prenez tout ça, c'est l'expression, l'image du Congo qui se comporte comme une jeune femme qui se vante d'être vierge, mais qui se plaint de ne pas avoir d'enfant. C'est tout ce que vous dites ici. Depuis 1960, notre forum nous a toujours enseigné qu'elle est vierge. Oui. Le lac le plus poissonné est au Congo, mais le lac là est vierge. Vous avez des bourses qu'on nous enseigne sont toujours vierges. On se plaint qu'on n'est pas riche. La richesse ne vient pas de la magie, c'est le fruit du travail. L'exemple que l'ingénieur vient de donner, les Ivoiriens transforment leur forêt en plantation de café, de cacao. Mais la nôtre, elle est toujours vierge. On aura la richesse comment? Vous n'avez pas des infrastructures intégrées. Pour quitter, nous venons d'organiser le 2e congrès du Palou, depuis 1964, pour faire quitter quelqu'un de Lomela et arriver à participer au 2e congrès du Palou, je vous dis que vous dépassez plus que celui qui est allé à Dubaï, avec un billet aller-retour. Alors cet environnement ne favorise pas l'augmentation du volume économique de la production. On se contente d'une économie de la cueillette. Et ça ne peut pas booster, avoir un budget de milliards. Il faut travailler sur des grands projets, pas des investissements, des biscuits, des grands projets. Quand est-ce qu'on va démarrer le chemin de fer Kinshasa, il est beau? C'est quand? 60 ans durant? C'est prévu, mais ça a toujours été prévu. Combien de temps il faut pour le faire? Combien de temps il faut faire pour relier Banana avec Lualaba? Au lieu d'utiliser le chemin de fer de Lobito, on peut le faire, mais en utilisant l'autoroute. Il a fallu 60 ans juste que la route arrive à Tchikapa. La route asphaltée quitte Banana pour arriver à Tchikapa. Comment vous pouvez faciliter l'intégration économique? Aujourd'hui, vous avez des marchés de consommation. N'eût été l'interdiction du ministre du Commerce, Kinshasa était déjà en train de se transformer en un marché de consommation de produits angolais. Vous prenez Goma, vous prenez tout ce que la bande c'est un marché de consommation de produits est-africains. Lubumbashi, quand il n'y a pas Zambie, ne donne pas de maïs, ça pose un problème. Il y a grève. Alors vous comprenez tout ça. Mettons en valeur ce que nous avons comme potentialité, madame. Ne nous vantons pas que nous sommes vierges, mais on se plaint qu'on n'a pas d'enfants. Ok. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Voilà, jusque-là, le bois congolais est exporté en grumes. Je vous apporterai les images la semaine prochaine. Des tonnes et des tonnes de grumes qui sortent pour l'extérieur. Alors que ça devait donner... Nous avons une douane la plus chère au monde. Et comme on dit, en voulant trop gagner, on perd tout. Et cette douane la plus chère favorise quoi? Favorise la fraude. On veut combattre la fraude sans supprimer les causes qui sont à la base. La douane la plus chère, comme si nous étions en train de fabriquer des véhicules, des machines, et pour protéger notre production, on taxe fort les machines importées. Aujourd'hui, dans la capitale, quelques personnes, quelques familles qui ont la chance d'avoir des robinets dans leur maison, il n'y a pas d'eau qui coule. Il n'y a pas d'eau qui coule. Dans un pays où foisonnent des rivières, comment est-ce qu'on peut dire
que nous pouvions disposer d'un budget digne de ce nom. L'or sort brut, le diamant brut, le coltan brut, et en contrebande, bien sûr. Comment pouvons-nous avoir un budget? Et nous avons un Parlement qui ne dit mot sur tout ce que nous venons de dire ici. Jamais on a entendu un député dire la douane coûte plus cher, même pour les véhicules utilitaires, qu'on taxe cher. Aucun parlementaire n'a dit ça. Aucun parlementaire n'a dit pas de sortie des grumes dans ce pays. Aucun parlementaire. Et voilà, nous devons faire tout pour que le pays demain change. Le gouvernement doit le faire, absolument. Mesdames et messieurs, prenons rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne. Au revoir. Naboyokani bobiso na tebo tosibwa bayeta unité